Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa. Et aujourd'hui on va parcourir un petit recueil de ma création pour explorer ensemble les grandes lignes de la spiritualité et de l'ésotérisme occidental. Dans 35 secondes, je vais te lire le sommaire et je vais te dire un petit peu ce qu'on va explorer ensemble. Tu auras les chapitres dans la description et normalement dans la vidéo aussi. Comme ça tu pourras t'orienter vers les parties qui t'intéressent le plus. Et tu auras des liens aussi vers les vidéos que j'ai fait sur certains sujets qu'on va explorer aujourd'hui où je les ai un petit peu plus approfondis. Et tu auras mes sources dans la description, que ce soit des livres, que ce soit des sites, que ce soit des comptes TikTok ou Instagram ou quoi. Alors attrape une tasse de thé, un snack, du sauciflard et... let's go. Dans cette vidéo, on va donc aborder la Wicca, les divinités et les ancêtres, l'astrologie, la magie de la nature, les archives akashiques, la divination, le shadow work, le chemin de la main droite et le chemin de la main gauche, la manifestation et enfin l'alchimie. Alors, allons-y sans plus attendre. Première chose à savoir, c'est que la spiritualité, ça englobe un petit peu tout et n'importe quoi. Il faut savoir dans quoi est-ce qu'on a envie de s'embarquer. Ce qu'on appelle la spiritualité, c'est simplement le fait de se reconnecter avec soi-même. C'est le fait de refaire le lien entre son corps et son esprit et les choses qui nous entourent. Donc ça peut être quelque chose qu'on pratique en étant athée, en étant religieux ou en ayant une pratique éclectique et ou ésotérique. Allons-y avec la première partie, c'est la Wicca. La Wicca, c'est une religion païenne qui a été mise en place pendant le XXe siècle par un homme qui s'appelait Gerald Gardner. Alors on entend beaucoup de choses un petit peu stupides sur la Wicca, notamment le fait que ce serait une religion prémillénaire, une religion précoloniale et tout, alors que c'est quelque chose de faux. Ça a été établi au XXe siècle par ce monsieur Gardner. La Wicca, ça mélange les mythes gréco-slaviques, des imageries de Vikings et d'Europe du Nord. Dedans, on suit les fêtes païennes liées aux équinoxes, aux éclipses, aux solstices, et on est très proche de la nature. On a le soleil et la lune qui sont considérés comme des divinités avec des gros guillemets. On a la terre aussi qui a une partie extrêmement importante. Et pour une religion, pour un mouvement ésotérique occidental, dans un endroit où on manque tellement de connexion à la terre, je trouve qu'en vrai c'est pas forcément mal qu'on ait cette connexion très importante et cet accent qui est mis sur les animaux, sur la terre, sur la nature, sur le rythme de la nature. Mais j'ai quand même quelques problèmes avec cette religion qui est l'une des premières à laquelle je me suis intéressée quand j'ai moi-même quitté le christianisme il y a maintenant plusieurs années. Et un de ces problèmes, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de désinformation qui circule dessus, comme je vous l'ai dit, le fait que c'est une religion précoloniale qui aurait inspiré énormément de religions à travers le monde, ce qui est faux. C'est une religion qui est extrêmement jeune. L'histoire de Gerald Gardner, c'est littéralement un gars qui avait un peu d'argent, qui a décidé de voyager un petit peu partout à travers le monde et qui s'est inspiré de beaucoup de religions, à savoir appropriation culturelle, qui s'est inspiré de beaucoup de religions à travers le monde pour créer lui-même sa propre religion. Et en plus, ces mouvements religieux, ces pratiques spirituelles et culturelles dont il s'est inspiré, ça, c'est des religions qui sont vraiment millénaires, mais aujourd'hui, quand on voit ça dans des corps noirs ou dans des corps racisés, d'un seul coup, on n'est plus très chaud, Il y a aussi beaucoup de positivité toxique dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont des millennials, des Gen X qui sont un peu plus âgés, et t'as l'accent qui est très fortement mis sur le love and light, qui pour moi n'est que la moitié de ce que tu vas expérimenter sur Terre, en fait. Il y a aussi les parties d'ombre, et il faut s'y pencher, et il faut les adresser, et je trouve ça extrêmement important, et c'est quelque chose qui, je trouve, manque beaucoup dans la Wicca, malheureusement. Renseignez-vous sur ce qu'on vous dit, faites preuve de beaucoup de discernement si vous avez envie de vous lancer dans la Wicca, sachant que en plus c'est un mouvement qui est beaucoup rentré dans les espaces, tout ce qui est en dehors des religions mais qui reste spirituel, beaucoup en France et beaucoup aux États-Unis, ça s'est beaucoup infiltré dans tous ces discours et on entend toujours il faut faire ça en spiritualité, il faut faire ça en ésotérisme, alors qu'en vrai c'est des gens qui pratiquent la Wicca spécifiquement, qui, je le répète, est une religion. Ce n'est juste pas une religion organisée ou centralisée, mais souvent c'est des personnes qui soit ne savent pas, soit qui vont mystérieusement oublier de vous préciser que les conseils qu'elle vous donne, c'est si vous décidez de suivre les enseignements de la Wicca et non pas si vous souhaitez tout simplement vous lancer un petit peu dans tout ce qui est ésotérique, spiritualité, le blabla, on en a marre de ce mot. Chapitre suivant, on a les divinités, les anges et les ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui décident, quand ils se lancent sur un chemin ésotérique, païen ou religieux, de s'accompagner de formes d'énergie qui peuvent prêter leur force, réaliser des faveurs, nous protéger, nous apporter du savoir ou bien juste du réconfort. Les deux majeurs dont on entend parler sont les ancêtres et les divinités, qui sont séparés en plusieurs catégories. Les anges, les dragons, les fées que je vais vous citer
aujourd'hui, mais on en a beaucoup d'autres. Alors, les divinités, c'est des êtres qui sont souvent issus de mythes, de légendes et de folklore. Les plus connus et les plus répandus, bien évidemment, ce sont les divinités du panthéon gréco-romain, bien sûr. On a Vénus, Aphrodite, on a Jupiter, Zeus, on a Hécate qui est beaucoup liée aux ombres, à la déesse sombre, parfois à Lilith. Il y a des divinités pour chaque région du monde, chaque pays, et là aussi, je vais vous conseiller très très fortement de faire preuve de sensibilité culturelle. Il y a des divinités qui ne s'adressent et qui décident de travailler ou de voyager avec des personnes qui viennent uniquement d'une culture ou d'une expérience particulière, et ça peut être parfois irrespectueux en fait de s'approprier la culture des gens sans au moins vraiment au minimum faire des recherches sur la divinité en question, d'où elle vient, c'est quoi, comment est-ce qu'elle est ancrée dans une culture particulière. Et je vous conseille quand même de faire attention à vous si vous ne voulez pas finir comme la meuf blanche qui avait voulu invoquer Papa Legba pour maudire son ex qui était une meuf noire. Je vous mettrai en description un petit compte TikTok qui parle de divinité et de folklore ouest-africain. C'est très très dur d'avoir des ressources dessus et je vous mets celui-là en particulier parce que je les trouve super cool. C'est en anglais malheureusement, donc il faudrait comprendre bien la langue, mais voilà, j'ai trouvé ça trop trop cool. Ensuite, on a les ancêtres. Donc les ancêtres, c'est des membres de votre famille qui sont décédés ou parfois des figures historiques de votre pays qui décident de rester à vos côtés pour vous accompagner, pour vous voir grandir, pour partager un petit bout de votre vie avec vous. Si vous voulez en apprendre plus sur comment contacter ces ancêtres, eh bien j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu pourras retrouver ici. Tout le monde a des ancêtres, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner, ils peuvent vous prêter leur savoir ou leurs skills. Et dans beaucoup de croyances, les ancêtres t'ont aussi donné une partie de leur karma, c'est-à-dire qu'il y a des motifs ou des croyances ou des prédispositions qui sont présentes dans ton ADN et que tes ancêtres t'ont donné, qu'ils t'ont transmis. On peut avoir parmi ces joyeux traits des relations difficiles avec l'argent, des malheurs en romance, une propension à s'isoler ou des traits de caractère tout entier. La science d'aujourd'hui nous parle de ce qu'on appelle la transmission épigénétique. Je vous invite à faire des recherches dessus si ça vous intéresse. Mais ça corrobore totalement ces histoires de transmission, de trauma ou de karma ou de quoi que ce soit, parce que je sais qu'il y a des gens, si on leur dit pas, la science a dit oui, alors pour eux ça veut dire que ça n'existe pas forcément. Mais voilà, c'est pas forcément mon motto à moi, parce que je pense que c'est pas parce que la science n'a pas prouvé quelque chose que ça veut dire que ça n'existe pas. Et aussi il y a beaucoup de sujets où la science ne se penche juste pas dessus. Donc en fait, effectivement, que la science ne va pas corroborer une théorie s'il y a personne qui s'est mis à rechercher dessus. J'ai d'ailleurs appris récemment que pour les personnes qui ont des ovules, on naît avec tous les ovules qu'on va produire dans notre vie. Genre, on a une quantité limitée d'ovules avec lesquels on est déjà, et juste quand on commence la menstruation, et bien tout au long de notre vie, ces ovules-là sortent, mais ils sont déjà dans notre ventre. Donc, ça veut dire que l'ovule qui t'a créé toi, il était déjà présent dans ta mère quand elle était dans le ventre de sa mère à elle. Donc ça veut dire que la vie que ta grand-mère a vécue, particulièrement quand elle était enceinte de ta mère, mais ça peut avoir un impact sur toi. Il y avait cette histoire-là que je vous invite à aller regarder encore une fois, où ça parlait d'une fille qui avait vraiment des gros problèmes avec la famine, genre des problèmes avec la faim, la famine, parce que sa grand-mère avait vécu ça alors qu'elle, elle était née en Occident, elle a jamais connu la famine, elle a jamais connu la faim, elle a toujours eu des repas à sa guise. Mais vas-y, sa grand-mère, ça l'a vraiment, ça l'a un peu matrixé ce qu'elle a vécu, tu vois. Et donc on reste sur toutes ces histoires de liens, de transmission, de mère en fille et tout, genre les cycles générationnels à briser et tout, genre pourquoi vous m'avez choisi moi pour faire ça, j'avais trop la flemme. Mais je trouve que c'est quand même une dinguerie, toutes ces recherches qui sont en train d'être faites, ces découvertes qu'on est en train d'avoir, et à quel point notre lignée ancestrale joue sur nous, parce que ça, pour moi, c'est vraiment un piège du capitalisme de nous déconnecter de tout, donc non seulement de la terre et tout, comme on a dit, mais aussi de nos ancêtres, genre de pas se rendre compte à quel point ce que nos ancêtres ont vécu, ce que nos ancêtres ont vu dans leur vie, ce qui les a impactés, ça a aussi un impact sur nous. On n'est pas juste là, nés dans la famille nucléaire avec juste nos parents et nos frères et sœurs. Ça remonte tout ce qui nous affecte dans notre vie. Et j'ai d'ailleurs un tirage sur les ancêtres où c'est 40 minutes, on se pose, on va poser grave des questions pour découvrir tes motifs karmiques avec tes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Quels sont les ancêtres qui sont avec toi? Quel genre de force est-ce qu'ils t'ont donné? Comment est-ce que tu peux avancer avec eux? Comment est-ce que tu peux te rapprocher d'eux? C'est ce que tu as envie de faire. Le lien est dans la description pour avoir accès à mon petit Ko-fi et booker le tirage avec moi si ça vous tente. Ensuite, dans cette histoire de divinité, on a les créatures fantastiques.
fantastique. Donc là encore, on a beaucoup de branches, beaucoup d'interprétations et de chemins différents. En voici seulement quelques-uns. Les anges, du coup, qui sont quand même plus courants aux États-Unis qu'en France à cause de l'histoire de l'esclavagisme. Beaucoup d'Afro-Américains et de Latino-Américains ont mélangé leurs croyances indigènes avec le christianisme pour pouvoir survivre sous l'oppression blanche. Chaque ange a un rang, des capacités, des qualités ou des défauts qui lui sont propres. Les anges sont généralement vus comme des formes d'énergie très très hautes, très puissantes et très révérées et pas toujours faciles à faire intervenir dans sa vie d'ailleurs. Pour invoquer des anges, il faut bien sûr avoir des connaissances sur les textes dont ils proviennent. Donc on a le christianisme, on a la Kabbale juive et l'islam, particulièrement ces deux derniers, qui nous donnent des noms d'anges, qui nous donnent leur rang, leur proximité avec Dieu. Donc avant de se lancer avec les anges, il faut savoir si on est OK avec sa relation avec ces textes religieux, ces textes abrahamiques. Ensuite, parmi ces créatures fantastiques, on a les fées qui appartiennent évidemment à plein de pays, à plein de croyances, à plein de chemins différents. Elles sont vues comme des formes d'énergie qui sont généralement associées à la nature, aux rivières, aux forêts, aux lacs et parfois aussi aux lieux abandonnés. Elles sont parfois espiègles, elles sont parfois et elles rendent des faveurs aux personnes qui savent s'y prendre avec elles. Il sera souvent recommandé de leur faire des offrandes sous forme d'objets naturels ou bien de labeur pour préserver des sites, comme par exemple nettoyer ou dépolluer une rivière, nettoyer un lieu en particulier, planter un arbre, une fleur ou un buisson. Renseignez-vous bien cependant si vous voulez vous lancer et invoquer des fées dans votre vie parce qu'elles peuvent être espiègles ou carrément downright maléfiques, donc faites attention, elles peuvent jouer des tours qui sont plus ou moins graves. Et en plus de ça, ça peut être hyper difficile de les faire partir une fois qu'elles sont rentrées dans ta vie. Partie suivante. Les dragons. C'est un des chemins que je suis depuis 2017, j'adore les dragons, je suis obsesse par les dragons, c'est pour ça que je m'appelle Dragon Kaiser, j'adore les dragons. Comme toutes les formes d'énergie citées jusqu'ici, les dragons peuvent être invoqués dans ta vie en conjonction avec d'autres chemins religieux ou ésotériques. La magie draconique, c'est souvent intense et ça se base beaucoup sur le regain du pouvoir personnel et sur la croissance magique. Il existe des dragons qui ont des noms, des dragons associés aux éléments, certains associés à des lieux en particulier et selon certaines croyances, chaque personne aurait un dragon personnel qui t'accompagne, soit toute ta vie, soit pendant une partie de ta vie. Les dragons sont souvent associés à un chemin plus masculin, il y a beaucoup d'hommes qui dominent un petit peu ce milieu-là, mais étant donné que c'est quand même la forme ascensionnée du serpent, je trouve que c'est quand même plus associé au féminin qu'autre chose. Le féminin divin, le féminin sombre et ses mystères, et bien évidemment, of course, j'ai fait une vidéo sur le sujet si t'as envie d'en apprendre un peu plus. Je parle surtout de mon expérience personnelle, de ce que j'ai appris, pas de ce que j'ai lu dans des livres ou de ce que quelqu'un m'a dit, mais vraiment de ce que moi j'ai appris, ce que je sais sur eux, ce que ça m'a appris sur moi, ce que ça m'a permis d'apprendre en règle générale, des idées d'offrandes et comment apprendre à les contacter. Partie suivante, on go, c'est l'heure de l'incontournable et l'iconique astrologie. L'astrologie, bien évidemment, c'est un sujet qu'on entend partout, qui n'appartient à personne, un art ancestral qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ. Les Sumériens, vous connaissez? Donc un Sumérien voit cela et dit « Ah, cher !» Pour une très très brève introduction, l'astrologie, c'est le concept selon lequel les planètes de notre système solaire agissent en synchronicité avec notre esprit et la psyché humaine. En se basant sur le mouvement et sur l'influence des planètes, on peut comprendre certains événements terrestres touchant les animaux, les êtres humains, les guerres, les catastrophes, mais on peut aussi en apprendre énormément sur une personne en particulier en regardant ce qu'on appelle la charte astrale. La carte astrale, putain, je dis toujours la charte astrale, c'est la carte en français. La carte astrale, c'est donc une reproduction du ciel et des différents placements des planètes en prenant la Terre comme point de référence au moment où une personne donnée est arrivé au monde, c'est pour ça qu'il faut l'heure exacte. Donc dans une carte astrale, on trouve les placements des planètes qui nous entourent dans deux ceintures. La première, c'est le zodiaque divisé en 12 parties, et la deuxième ceinture, c'est les maisons aussi divisées en 12 parties. Donc on a les planètes qui tournent autour de ces deux ceintures imaginaires et qui se placent, qui se figent à un moment donné au moment de ta naissance, et c'est comme ça qu'on comprend Mars en taureau, Vénus en bélier, je ne sais pas, vous avez forcément déjà entendu. Si t'es vraiment chaud pour t'intéresser à l'astrologie, tu peux lire
La moitié de ces livres qui sont uniquement portés sur l'astrologie, où tu peux prendre un énorme raccourci et attendre la masterclass que je prépare pour la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Moi, ça fait des années que j'étudie l'astrologie, comme vous pouvez le voir ici avec tous ces livres. Et donc, en attendant que je puisse enfin gagner mon combat contre la dysfonction exécutive, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mais en attendant, voilà, abonne-toi ici, abonne-toi sur TikTok aussi et sur Instagram. Des fois, je fais des mini leçons d'astrologie pour comprendre. Au moment où cette vidéo sortira, ce sera pas encore fait, mais j'aurai bientôt aussi proposé des services d'astrologie pour moi-même lire votre charte si vous n'avez pas envie d'apprendre à lire votre charte. Voilà. Les archives akashiques. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans maintenant, je crois, sur les archives akashiques, mais permettez-moi de vous éclairer à nouveau. Donc, akasha, c'est un mot qui vient du sanskrit et qui signifie tissu énergétique ou primaire. On part donc du principe que l'univers tout entier est constitué d'un tissu très fin dans lequel s'enregistre chaque action, chaque pensée ou chaque mot qui a jamais existé. À l'intérieur des archives akashiques, qui est donc un endroit métaphysique, pas un endroit physique littéralement, il existe donc les maîtres d'akasha dont le travail est d'archiver tout ce qui se passe, tout ce qui est enregistré dans ce tissu akashique. Avec l'entraînement adéquat ou parfois de façon spontanée par accident total, il y a de plus en plus d'entre nous qui sont capables d'accéder aux archives akashiques qui sont souvent représentées comme une grande bibliothèque dans laquelle chacun peut entrer et se renseigner. En gros, si je vous le résume avec mes mots de façon très simple, c'est une méthode. On peut dire vaguement que c'est une méthode de divination plus qui te permet d'avoir accès à plein d'informations et notamment à toi-même, sur ta propre vie, sur tes archives, puisque toutes les vies que tu as vécues du coup sont archivées dedans. Tu peux avoir accès à des savoirs sur tes vies passées, les motifs karmiques qui te suivent. Alors bien sûr, avec les archives akashiques, il y a quand même certains savoirs qui ne te seront pas accessibles parce que les maîtres d'akasha ne sont pas des guides ou des ancêtres ou des gens qui veulent ton bien, qui veulent t'aider. Ce sont des énergies extrêmement neutres, extrêmement pures, qui sont là uniquement pour l'avancée de l'humanité. Donc, ils ne te donneront jamais accès à des informations s'ils soupçonnent que tu peux les utiliser pour faire du mal à quelqu'un, pour manipuler des gens ou pour ton gain personnel si ça peut impacter d'autres personnes. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. J'ai toujours énormément de mal à expliquer c'est quoi les archives akashiques. Mais bref, en tout cas, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, j'ai ma vidéo, même si elle est un petit peu vieille, j'avais même pas encore de micro à ce moment-là. Sinon, je vous mettrai dans la description le lien pour accéder au collectif Mercurius avec lequel j'ai appris à utiliser justement les archives. Et je compte refaire une vidéo sur le sujet dans pas très longtemps, j'espère. Je suis personnellement ce qu'on appelle un voyageur akashique, un akashic traveler. Donc, c'est-à-dire que je peux ouvrir mes propres archives et avoir accès à tous les dossiers qui contiennent ma signature énergétique, comme je vous l'ai dit, mes vies passées, mes vies concurrentes, les motifs qui me suivent, certains souvenirs aussi de vies passées. Et j'aimerais pour 2025, bon, pour 2025, déjà, j'ai beaucoup de choses de prévues, mais j'aimerais beaucoup pouvoir devenir un praticien akashique, c'est-à-dire pouvoir faire la même chose pour les autres personnes, ouvrir vos archives et pouvoir vous permettre d'accéder à des savoirs sur vos vies passées, sur vos vies concurrentes, sur tout ce que vous voulez, avec des guérisons, des nettoyages de certains contrats, de certains karmas. Alors, stay tuned! La magie de la nature. Dans beaucoup de chemins spirituels ou religieux, la participation de la nature est souvent importante, voire même centrale. On cueille des éléments de la nature auxquels différentes capacités sont attribuées, que ce soit des capacités physiques, guérir des maux de tête, guérir des maux de ventre, prendre soin des cheveux ou de la peau, ou bien des capacités ésotériques comme augmenter la confiance en soi, attirer à soi des biens matériels ou faire des offrandes aux divinités qu'on a citées juste avant. Parmi ces éléments de la nature, on trouve le plus classique, les herbes et les fleurs. Vous trouverez des tonnes et des tonnes de livres sur leurs bienfaits, sur comment est-ce que ça fonctionne. En général, il suffit de les cueillir et de soit les faire sécher, soit les consommer, les transformer en poudre, les placer dans un endroit spécifique de son logement ou de son sac. Je recommande comme toujours de consommer local, c'est super important. Vous trouverez bien sûr certaines de ces plantes, notamment, on trouve beaucoup de sauges dans des magasins ésotériques ou juste dans les rayons de certaines grandes surfaces comme Cultura. Mais je trouve ça vraiment pas ouf parce que déjà c'est des herbes qui viennent de loin comme j'ai dit et en plus elles vont être complètement vidées de leur énergie parce que tout le monde a mis ses doigts extrêmement crochus dessus. Donc
donc elle est complètement vidée. Je te conseille de te renseigner sur les herbes de ton magnifique pays, sinon on est dans l'Hexagone, et encore plus précisément sur les plantes qui poussent autour de chez toi. Tu peux aller en reconnaissance des végétaux, c'est super cool. Tu peux cultiver la plante en particulier, les plantes en particulier dont tu as besoin, savoir quelles plantes peuvent pousser en intérieur, si tu as un jardin, si tu as une terrasse, si tu as un balcon. Il y a beaucoup de plantes qui ont des sens ou des propriétés qui sont extrêmement similaires, donc t'as pas besoin de faire venir une plante spécifique qui vient de l'autre bout du Brésil, là, qui participe à la déforestation, qui a traversé toute la terre pour venir jusqu'à chez toi et que t'as un petit bout comme ça qui va coûter 800 € chez Cultura. Et comme deuxième élément naturel, on a les pierres et les cristaux. Bien évidemment, vous en avez déjà entendu parler. Pour pouvoir vous donner une petite explication scientifique, la cristallisation, c'est ce qui se produit quand on a un élément chimique qui rentre en contact avec une solution liquide. C'est par exemple ce qui se passe quand tu vois des cristaux de neige qui sont... La magie est partout, la magie est partout. Mais les cristaux, c'est aujourd'hui bien évidemment tout un business, comme tout ce qui est en rapport avec les matières semi-précieuses, et c'est extrêmement pas éthique comme tu peux t'en douter. Donc là aussi, on a tout un tas de qualités et de bienfaits qui sont attribués aux cristaux, et placer ces cristaux ou ces pierres dans ta maison, dans ton sac ou sous ton oreiller, ça permet d'en retirer des bénéfices. Encore une fois, ma petite opinion qui casse les couilles parce que c'est ma chaîne YouTube et que j'en ai marre de voir les gens faire n'importe quoi, je te conseille de consommer local plutôt que d'acheter des pierres ou des cristaux en magasin. C'est un nouveau plan capitaliste pour vous vendre des trucs et pour vendre votre argent alors que vous avez des pierres et des rochers absolument magnifiques que vous pouvez trouver en vous baladant, donc soit vraiment juste à côté de chez vous ou en partant en voyage quelque part dans notre magnifique hexagone ou même à l'étranger. Les pierres et les cristaux en particulier, c'est vraiment ma vendetta parce qu'il y a presque aucun moyen de les consommer, de les acheter d'une façon qui est éthique. C'est souvent extrait dans des conditions extrêmement irrégulières, dans des pays sous équateur, parfois même par des enfants, et si c'est pas des enfants, c'est quand même très très salement rémunéré. On n'a absolument pas envie que pour notre petit développement personnel d'occidentaux de merde, des enfants soient rentrés dans un petit trou pour aller nous chercher un petit cristal de roche. J'ai moi-même des cristaux et des pierres que j'ai achetés avant de me renseigner un petit peu sur tout ce sujet, des choses qu'on m'a offert aussi par exemple, mais depuis que je suis au courant de tout ça, j'essaie de faire autant de prévention que possible. Et moi-même, je m'adonne à la tâche de sortir toucher de l'herbe et de trouver des cailloux dans les rivières et dans les forêts. Je vais vous montrer mes gros cailloux. Regardez celui-là. Je l'ai eu quand je suis allée à la montagne, quand je suis allée en Auvergne et tout. Est-ce que ça, je peux l'acheter à Cultura? Non, je peux pas l'acheter à Cultura, je crois pas, non. Ces deux-là, je les ai eus dans une rivière en Corrèze, je crois. Genre, ils sont trop beaux. J'étais allée voir mon ami en Corrèze et j'ai trouvé ces deux beaux cristaux magnifiques. Ensuite, j'ai ceux-là. Je crois que je les ai eus à la mer, ceux-là. À la mer ou dans une rivière? Non, je crois que c'était à la mer, quand je suis allée à la mer. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. Et j'ai évidemment 4 beaux cailloux aux 4 coins de mon appartement pour la protection. Le chiffre 4 pour moi c'est la stabilité, c'est la protection, vous connaissez. Et du coup c'était la première bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer. N'achetez pas les trucs en magasin, mais vous pouvez en trouver partout autour de vous, gratuit, éthique, local. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que en vrai vous en avez pas tant besoin que ça. Personne a tant besoin que ça de n'importe quelle forme d'outil. Capitalisme, tout ça, vous connaissez, j'arrête pas de vous casser les couilles avec ça depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais littéralement, il y a énormément de force, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup de puissance qui est enfermée à l'intérieur de toi. Les pierres et les cristaux que vous pouvez acheter en magasin, c'est vraiment des petits machins qui font cette taille-là. Contrairement à ce que ton corps peut produire, on ne se rend pas compte et il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ça, mais ton corps produit déjà d'énormes vibrations. On dit tout le temps, oui, c'est les vibrations parce qu'ils sont restés sous terre pendant je sais pas combien de temps, il y avait les mouvements de l'eau, il y avait les mouvements de la terre et tout, mais tu crois que ton corps, il produit pas aussi 8 tonnes de vibrations et de transformations alchimiques à chaque fois que tu bouges, à chaque fois que tu réfléchis, à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu parles, tu produis déjà des vibrations. La petite pierre que tu achètes en magasin, elle ne sera pas plus puissante qu'un bouclier que tu auras visualisé en te réveillant le matin ou qu'une prière que tu auras récitée. Je vous ai déjà
déjà partagé une ou deux prières que j'ai faites et en plus, plus on sera nombreux à les utiliser et plus elles seront puissantes. Donc voilà pour cette partie sur la nature, sur la magie de la nature. Sortez de chez vous, touchez de l'herbe, donnez-vous du mal, ne tombez pas dans le piège de juste acheter en magasin des choses qui n'ont plus aucune valeur parce qu'elles sont vendues en magasin. Prenez soin de votre portefeuille, prenez soin de vous, prenez soin de la nature et de la terre, c'est très très important. Et pendant que vous réfléchissez à tout ça, moi je me prépare à un petit changement d'outfit, de make-up, de jour, d'énergie parce que j'en avais marre de filmer. Aujourd'hui est un nouveau jour, let's go. Passons maintenant à la divination. Alors la divination, c'est le fait de voir, comprendre ou prévoir des événements qui sont inaccessibles à la conscience grâce à des outils de méditation ou des dons innés ou développés au cours de ta vie par exemple. Les moyens de divination les plus connus, ce sont les cartes tarot ou oracle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si tu as envie d'en apprendre un petit peu plus et j'ai aussi une masterclass à ta disposition si tu as envie d'apprendre à utiliser le tarot de Marseille qui te servira à utiliser le tarot de Rider-Waite. Et si tu ne connais pas la différence, eh bien écoute, tu peux aller jeter un œil à la vidéo dont je t'ai parlé. Comme méthode de divination, on a aussi le pendule, on a la chiromancie, donc c'est le fait de lire les lignes de la main, et également des méthodes plus intuitives comme la lecture des gouttes de pluie, le jeter de pièces, la lecture dans les feuilles de thé, le jeter d'os d'animaux morts par exemple. On peut aussi faire de la divination via les rêves et en vrai c'est beaucoup plus commun que ce qu'on imagine. On connaît tous quelqu'un, on a déjà vécu un moment où on a rêvé de choses qui se sont passées ensuite, on a rêvé d'une personne quelques jours avant qu'elle décède. On peut recevoir par des rêves des informations par exemple qui nous sont cachées et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait de façon consciente et ça je sais que c'est quelque chose que je vois beaucoup notamment chez des personnes religieuses, genre chez des personnes chrétiennes, des personnes musulmanes à qui ça arrive assez régulièrement. Alors je m'explique, la divination par le fait qu'on ne peut pas prévoir l'avenir de façon générale parce que l'avenir c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui ne reste pas en place et qui n'est pas gravé dans la pierre, genre c'est la chose la moins certaine du monde. Mais quand il y a certains événements qui justement sont gravés dans la pierre, eh bien c'est possible de les capter comme avec le concept des archives akashiques où on peut sortir des choses du tissu de l'univers et pouvoir prévoir certaines choses quand encore une fois elles ont déjà été décidées. C'est comme si les choses sont enregistrées tout entier dans ce tissu primaire ou énergétique et ensuite qu'on pouvait en extraire les informations consciemment, volontairement ou non. Comme méthode de divination, on a, comme je vous ai cité plus tôt, le tarot, les runes, on a le pendule, on a les os d'animaux morts qui sont réservés pour certaines personnes qui ont ce travail-là de passeur d'âme peut-être. En tout cas pour des personnes qui se sentent suffisamment proches et à l'aise avec la mort pour avoir ce concept-là où elles vont récupérer des cadavres d'animaux. C'est pas eux qui vont les tuer, mais qui peuvent récupérer des cadavres d'animaux et les nettoyer complètement, utiliser les os après pour faire du jeté d'os et faire de la divination comme ça. Sinon, on a les feuilles de thé, comme je vous ai expliqué, où on peut mettre dans une tasse, par exemple, des feuilles de thé et ensuite extraire l'eau qui est dedans et lire comme ça, voir à travers les feuilles qui sont éparpillées dans la tasse, des images, des sons, des idées, des énergies qui nous viennent, qui sont extrêmement intuitives. Et en dernier que je peux vous conseiller, on a la chiromancie, mais ce n'est absolument pas exhaustif. Il y a plein de moyens de divination et d'ailleurs j'ai très envie de me mettre à des manières un peu plus intuitives puisque moi j'utilise principalement les cartes. J'ai recommencé à apprendre les runes récemment, genre j'avais déjà bien tout lu et tout et puis j'ai jamais vraiment fait de tirage, mais récemment j'ai relu mon livre sur les runes et tout, genre j'ai trop envie et j'ai trop hâte de vous proposer des tirages collectifs qui seront disponibles sur ma chaîne avec les runes. Donc là aussi comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément besoin d'aller acheter une tonne d'outils pour pouvoir s'y mettre, il y a juste les choses qui sont disponibles autour de toi dans la nature qui te permettent déjà de pratiquer la divination. Point suivant, on a le shadow work et là aussi j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse il y a quelques mois de cela. Alors c'est une pratique qui consiste à faire face à ce qu'on appelle des ombres, donc des parties de soi qui sont considérées comme déplaisantes, des traumas qui sont honteuses ou qui nous empêchent d'avancer. Quand on fait du shadow work, donc on regarde ces parties de nous-mêmes, on essaye de les comprendre, on se penche dessus et on essaye soit de les guérir, donc de les faire partir, soit on décide de les accepter, ce qu'on appelle le processus d'intégration du nombre. Alors, cette théorie des ombres a été créée par Carl Jung.
Jung, qui est un des célèbres élèves de Freud, notre ami à tous, l'homme qu'on adore, la star, bravo à lui pour rien du tout. Il a lui-même emprunté le terme ombre à Nietzsche, j'ai bien fait 7 ans d'allemand pour ne pas réussir à prononcer ce nom qui est en soi pas si compliqué que ça, mais on en a marre de ces Retenez en tout cas que ça a été énormément simplifié aujourd'hui et que la plupart du temps quand les personnes parlent de faire du shadow work, ils ne parlent pas de la théorie de Jung telle qu'elle était à la base. Ce n'est pas de la psychanalyse mais plutôt quelque chose de simplifié et qui rentre plus sous la catégorie de développement personnel. C'est quelque chose que beaucoup de gens font même s'ils ne l'appellent pas forcément comme ça, et le moyen le plus connu de faire du shadow work, c'est avec le journaling, c'est le fait d'écrire dans son journal ce à quoi on pense, ce qu'on a remarqué sur soi-même. Vous pouvez trouver très facilement des prompts sur internet de journaling pour faire du shadow work sur n'importe quel sujet de façon générale ou sur quelque chose d'extrêmement précis. Moi je vous ai proposé d'ailleurs un petit livret avec des prompts de shadow work sur la relation avec la nourriture. Il est disponible encore une fois dans mon Kosi dans la bio et c'est juste des petits points d'entrée qui m'ont aidé déjà à guérir un petit peu ou en tout cas à réaligner ma relation avec la nourriture ayant moi-même souffert de TCA. Mais le shadow work, ça se fait aussi en discutant avec des amis, avec des personnes proches. On peut le faire en méditant, avec de la visualisation par exemple pour donner une image à ses ombres. On peut le faire avec de la manipulation énergétique pour relâcher ou pour libérer une ombre, etc. Le but du shadow work, ça va souvent être de faire face à des douleurs, à des peurs, à des traumas, de ne plus laisser une partie de nous porter préjudice. Malheureusement, on est dans une société capitaliste de grosse merde et ce concept d'ombre dans la spiritualité New Age, il nous est rabâché, recraché dans la gueule pour être un truc qui nous permet de tout guérir, de devenir une personne parfaite, de se débarrasser de tous ces petits défauts. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Florian, 38 ans, qui va nous offrir une masterclass que absolument personne ne veut pour nous apprendre à ne plus jamais ressentir de la colère ou je ne sais pas quelle connerie qui essaie de supprimer des émotions totalement humaines et normales, même si on les considère comme pas belle. Bref, le shadow work pour moi c'est le fait d'apprendre à se comprendre, à s'aimer, à être curieux envers soi-même, et c'est pour ça que pour moi ça ne doit pas se baser uniquement sur la correction ou sur la suppression des défauts. Tu es et tu resteras toujours un être humain imparfait. Suivant dans la liste, on a le left hand path et le right hand path. Alors, il me semble que les connotations nous viennent du XXe siècle, donc le siècle dernier, celui où je suis née, et se réfèrent aux deux supposés chemins de spiritualité que l'on peut prendre. Donc, on a le chemin de la main droite, le right hand path, qui est centré sur la lumière, la joie, la guérison, le fait de créer le bien autour de soi, de se connecter à la nature. Donc, c'est dans ce chemin qu'est souvent classifié la Wicca, de par son focus sur les bonnes vibrations, sa croyance dans la morale, le bien et le mal, la punition sous forme de karma complètement modifié bien évidemment quand on réalise de mauvaises actions, l'adhésion à plusieurs codes moraux comme le fait de ne blesser personne par exemple. Ensuite, dans le chemin de la main gauche, on est plus centré sur la puissance personnelle, la croissance de l'être, le savoir, comme forme d'empouvoirment. Sur ce chemin, la morale et le concept de bien et mal sont souvent beaucoup moins mis en avant, l'occulte prend beaucoup plus de place. On se penche sur ce qui est plus tabou ou marginal et on questionne justement beaucoup la morale. C'est là qu'on retrouve l'alchimie, les chemins draconiques que je suis, comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, et c'est là que beaucoup de gens vont mettre le vaudou et le hoodoo. Alors là, carrément, je dois me pencher en avant de cette façon un peu intense pour parler de cette classification-là. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui les disputent, dont moi, parce que je trouve que ce concept de left hand et de right hand path sont un peu simplistes déjà de 1, et de 2, je voudrais surtout discuter de la classification du vaudou et du hoodoo dans cette classification-là. Parce qu'on parle, encore une fois, de quelque chose qui a été ravalé et recraché par l'Occident. Donc c'est tous ces mélanges de croyances-là qui ont été ravalés, modifiés et ensuite revendus à travers le capitalisme dans l'Occident, dans notre société actuelle qui est dominée par la blanchité et par les codes qui vont avec. Il y a encore dans beaucoup d'espaces de la spiritualité, même des choses qui n'ont rien à voir avec la Wicca ou le right hand path comme je vous ai dit, ce désir de polisser un petit peu ce que les gens font, de mettre des règles, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien,
Et du coup, beaucoup de religions, et notamment énormément de religions africaines et de religions d'Amérique du Sud, se retrouvent classifiées dans les trucs mauvais parce que dedans, on peut faire du mal aux gens. Justement, ces choses dont je vous ai parlé plus tôt avec les os d'animaux qui se rapprochent de la mort, qui se rapprochent des relations sociales avec les gens, tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, l'ésotérisme et beaucoup souvent les religions est retiré de leur contexte social et entièrement relégué au rang de personnel, développement personnel, amélioration personnelle, pouvoir personnel. Il y a un accent assez fort qui est mis, comme je vous l'ai dit, sur le bien et sur le mal, même dans des espaces où ces notions de morale n'ont pas forcément lieu d'être, parce qu'on n'est pas dans la Wicca ou on n'est pas dans le right hand path, on est dans quelque chose qui est totalement différent, mais là aussi vous allez voir beaucoup de reluctance, beaucoup de gens qui sont pas hyper chauds pour le sujet. Je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt des os d'animaux par exemple comme méthode de divination, ça il y a beaucoup de gens, ça leur fait peur, ça les effraie un petit peu d'être aussi proches de la mort. Dans le vaudou et dans le houdou, vu que c'est des religions et des mouvements spirituels qui sont vachement tournés et ancrés dans leur contexte social, on a ce côté de ce n'est pas bien parce que dedans il y a des choses qui sont en rapport avec les malédictions, avec le fait de vouloir faire venir quelqu'un à soi. Enfin bref, en gros, c'est du racisme. Concrètement, c'est du racisme où des religions africaines et ou d'autres religions sud-américaines, parfois aussi asiatiques, sont vues comme étant effrayantes, comme étant maléfiques, comme étant faites pour faire du mal uniquement aux gens parce qu'encore une fois, elles sont retirées de leur contexte social et elles sont jugées à travers cette lentille de pureté, de bien, de blanchité, encore une fois, qu'on a en Occident. Voilà pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément d'accord avec la classification de chemin de la main droite et chemin de la main gauche. C'est extrêmement binaire. Et c'est extrêmement simplifié alors que les choses sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complexes que cela. Et en plus, directement mettre le vaudou, le houdou et toutes les religions un peu comme ça, effrayantes, un peu racisées et qui ne sont pas concentrées sur le love and light dans ce truc de chemin de la main gauche, et c'est tout simplement raciste et il faut que quelqu'un le dise. Mais voilà, en tout cas, ce petit point, c'était juste pour que si jamais vous croisiez ces termes, vous savez à quoi est-ce qu'ils font référence. Point suivant, la manifestation, bien évidemment. Alors la manifestation qui est aussi appelée loi de l'attraction, donc c'est le principe de co-création de notre vie. C'est donc la croyance selon laquelle, avec de la manipulation énergétique, on peut faire venir à soi des choses, des événements, des opportunités et parfois même des gens. C'est souvent la forme la plus accessible de manipulation énergétique que l'on peut avoir dans la spiritualité New Age quand on vient juste de se lancer et tout quoi. Alors ce qu'il faut savoir avec la manifestation, c'est que les dernières découvertes scientifiques semblent montrer que effectivement l'humain a une influence sur son environnement au niveau atomique, au niveau quantique. Il semblerait que les atomes ne se comportent pas exactement pareil selon s'ils sont observés ou pas. Et si vous avez envie, je vous mettrai en description deux vidéos de balade mentale où il parle de ce sujet-là, atomique et tout. Moi, je saurais pas vous l'expliquer correctement. En tout cas, quand on n'observe pas les atomes, il semblerait qu'il n'ait pas d'existence objective. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu partout à la fois. Ils sont pas à un endroit, ils ne sont pas un objet donné, un objet fixe. Et c'est quand on les observe que, boum, d'un seul coup, ils deviennent un seul objet objectif. Ouais, on vous a vu faire n'importe quoi les atomes pendant qu'on n'était pas en train de vous regarder, hein. En tout cas, il semblerait bien qu'il y ait une différence de comportement chez les atomes selon si on est en train de les observer ou pas, qui les observe ou pas. On comprend aussi l'importance du son et des vibrations. On comprend que l'univers est un grand tout et que chaque élément a potentiellement une influence sur les autres au sein de ce grand tout. Et ce, peu importe qu'on parle de microcosme ou de macrocosme. Je tiens à mettre ça en contraste avec l'hyper-individualisme occidental qui veut nous faire croire à tout prix qu'on existe dans un vortex, qu'on n'est pas influencé par le reste de l'univers, du monde, de la société, de notre famille, qu'il ne faut pas l'être et qu'il faut d'ailleurs tendre à ne surtout pas l'être parce que c'est ça qui montre l'unicité, l'individualisme et l'accent qui est mis sur la personne et le personnel.
Donc il existe bien des façons de manifester et je vais vous en citer simplement quelques-unes les plus simples et les plus accessibles. La première, c'est de visualiser les yeux fermés la chose que l'on veut. C'est-à-dire y penser, diriger toute son attention dessus, l'attirer à soi, visualiser qu'on l'attire, qu'on l'a déjà, agir comme si on l'avait déjà. On peut également scripter la façon dont on reçoit la chose en écrivant précisément ce que l'on veut dans un journal ou dans une lettre ou dans une pétition que l'on fait à ses ancêtres ou à l'univers, qu'on peut ensuite poser sur son autel, qu'on peut aller brûler quelque part, qu'on peut exposer au soleil et à la lune pendant un certain nombre de jours, ou je ne sais pas, genre ça dépend des rituels qu'on décide de suivre ou pas. On peut faire des offrandes à nos guides ou à nos ancêtres pour qu'ils nous amènent la chose que l'on souhaite. Pour aider justement à la visualisation aussi, on peut mettre des images par exemple dans un vision board, dans un mood board, peu importe où est-ce que vous voulez, que ce soit sur Pinterest ou quoi, que vous décidiez de l'imprimer, de le coller sous vos paupières pendant que vous dormez la nuit. On peut faire des sorts avec les éléments que je vous ai cités plus tôt, donc les herbes, les minéraux, on peut utiliser les couleurs qui sont associées à l'objet ou à la chose que l'on veut attirer à nous, mais généralement le plus important dans la manifestation, c'est d'y croire très fort et d'agir comme si on avait déjà cette chose pour matcher la vibration. Et le dernier point de cette vidéo, les amis, l'alchimie. Alors, le Larousse nous définit le mot alchimie comme ayant plusieurs racines qui sont latines, arabes et grecques. Il s'agit toujours selon le Larousse de l'art de purifier l'impur en imitant ou en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Fin de citation. Donc l'alchimie, c'est la transformation, la transmutation des métaux impurs en métaux purs. C'est une voie qui mélange proto-science et savoir ésotérique, mystique et philosophique. Ça existe depuis très longtemps. Ça a commencé environ en Chine au 4e siècle avant notre ère, puis c'est arrivé en Inde au 6e siècle de notre ère et c'est arrivé en Occident, donc dans la partie où on est actuellement, à la période du Moyen-Âge. C'était utilisé de façon interchangeable avec la chimie. Le but de l'alchimie, c'est donc de réussir à créer ce qu'on appelle le grand œuvre ou la pierre philosophale, comme vous la connaissez certainement. Celle-ci permet de transmuter les métaux et permet d'atteindre une forme d'illumination à travers la recherche de sa création. C'est une voie qui est aujourd'hui très associée aux secrets, aux arcanes, aux francs-maçons même des fois, aux dragons européens et de façon plus générale à des vieux français ou british un petit peu bizarres. Et c'est une voie qui reste assez opaque à cause, ou plutôt grâce, parce que c'est quand même le but, à son langage codé. On parle d'ingrédients pour faire des recettes, on parle de métaphores et d'allégories, de langage des oiseaux que j'ai pu voir dans le livre Un alchimiste raconte par Patrick Burensteinas. Je vais vous donner quelques exemples du langage des oiseaux qui est une forme poétique de comprendre le langage, de comprendre la façon dont ça fonctionne, qui sont à la page 18 du livre justement de ce monsieur dont je n'ai pas envie de redire le nom. On a le mot étrange qui se traduit en être, en jeu. On a le mot bien qui se traduit en bien, ou on a Pierrot qui se traduit en pierre haut, pour cacher du coup des sens, des significations à travers des textes qui n'ont pas l'air de contenir un message particulier. Ça va la bougie, baby girl? Bravo à toi, tu nous éclaires, magnifique. Ces codifications sont donc destinées à garder l'art hermétique à toute personne non initiée ou bien n'ayant pas la bonne vibe ou la bonne philosophie pour pouvoir y accéder. C'est une voie dans laquelle on s'engage en général toute la vie si on la suit de façon vraiment classique, parce que ça permet des découvertes scientifiques, chimiques, philosophiques, spirituelles. Dans son livre, par exemple, Burensteinas parle des pèlerinages qu'il a fait, des expériences dans son fucking laboratoire. Il raconte aussi quand il a avalé la pierre philosophale. Il a avalé la pierre philosophale. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse une review un peu plus profonde de ce livre, des choses dont il parle dedans, ou si vous avez envie que je vous fasse des reviews de livres un peu ésotériques en règle générale, dites-le moi en commentaire. Enfin, bref, je ne connais pas trop l'état de l'alchimie en tant que voie scolaire aujourd'hui. J'imagine qu'elle est toujours très pratiquée en secret vu que ça reste le but. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une voie qui s'est plus ouverte, qui s'est éloignée de son côté presque uniquement masculin, fermé, exclusif, et que beaucoup de gens se réapproprient ne serait-ce que le terme alchimie pour parler d'autre chose, de juste transmutation et de transformation d'énergie en règle générale.
Oh mes aïeux, c'est la fin de cette vidéo, j'ai pleuré du sang pour finir ce script. Mon cerveau ne voulait pas se concentrer pour que je fasse les recherches nécessaires. Donc vraiment, si ça vous a plu, montrez-moi un peu de love. On a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder à nouveau les parties qui vous intéressent, à jeter un œil aux vidéos dont je vous ai parlé si j'ai déjà approfondi certains sujets. Regardez dans la description aux endroits où j'ai mis mes sources, des articles que vous pouvez lire, des livres qui m'ont permis de me renseigner sur certains sujets. Ça vous fera déjà des points d'entrée si vous avez envie de faire des recherches plus approfondies. Et sinon, dites-moi si vous avez juste envie qu'on les traite ensemble dans des vidéos. N'oubliez pas que je propose des tirages de cartes auxquels vous avez accès via le lien vers mon Ko-fi dans la biographie. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous revois très très bientôt, j'espère. Gros bisous, prenez soin de vous, soyez sexy. Ciao, mouah, à bientôt. C'est fait.